Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le chapitre 15, les transferts macroscopiques d'énergie. Donc on restera dans le domaine macroscopique, l'échelle humaine, et on s'intéressera au transfert du coup d'énergie entre des systèmes macroscopiques. Voilà la carte dans la globalité, on va la faire en plusieurs parties, et on va commencer par justement les différents types de transferts thermiques. Alors on peut avoir différents modes de transfert thermique. Un premier qui est la conduction. Donc dans le cas de la conduction, l'énergie thermique se transmet de proche en proche dans la matière, donc de proche en proche, c'est-à-dire entre les entités chimiques, molécules, atomes, ions, mais sans déplacement de ces entités chimiques. Elle se produit principalement dans les solides, et je vous montre du coup un exemple. Ici sur cette casserole qui est posée sur une plaque chauffante, donc on a représenté à l'échelle microscopique les différentes entités présentes et dans la plaque, dans la casserole et dans le manche en bois par des petites billes. Voilà, pour faire simple, ici, dans notre exemple, je vais donc allumer la plaque chauffante. Donc pour l'instant, les entités sont immobiles. Vous remarquez que l'apport d'énergie électrique commence à créer un mouvement de ces entités, mais sans qu'elles se déplacent. Une agitation, elles s'agitent, elles vibrent les unes contre les autres, et cette énergie est transférée de proche en proche dans la casserole, puis dans le manche en bois, et ce qui n'est pas représenté, mais dans ce qui est contenu dans la casserole, ça peut être de l'eau par exemple, et votre liquide a une température qui augmente. Donc conduction, donc c'est de proche en proche, sans déplacement de matière. Donc l'énergie se transmet de proche en proche sans transport de matière. Autre exemple de transfert thermique, cette fois-ci par convection. Donc le même principe, sauf que cette fois-ci, l'énergie elle va se transmettre de proche en proche avec déplacement de matière. Donc ça se produit surtout dans les fluides, donc liquide ou gaz, dont la température ne serait pas homogène. Exemple ici, par exemple, on place sa main légèrement au-dessus de la bougie. Il y a un transfert d'énergie de la bougie vers notre main par convection de l'air, donc c'est les molécules de dioxygène de diazote qui vont se déplacer de proche en proche jusqu'à notre main. Donc sur le même principe, je vous montre un exemple. Donc ici, l'air chaud qui est proche du radiateur va se déplacer vers des endroits plus froids de la pièce, cette fois-ci par convection. Donc là, il y a un mouvement d'ensemble de l'air. C'est pour ça que l'air chaud se retrouve un peu plus haut et l'air froid un petit peu plus bas. D'où l'intérêt de placer les radiateurs proches du sol et pas au niveau du plafond. Puisque là, votre air chaud resterait en haut et vous aurez froid, vous, au sol. Donc là, il y a convection, c'est-à-dire un mouvement d'ensemble de l'air. Donc l'énergie est transmise ici par l'ensemble de l'air qui est en mouvement. Donc à ne pas confondre avec la conduction où il n'y a pas de mouvement de matière, de déplacement de matière. Ensuite, dernier type de transfert thermique, le rayonnement. Donc là, c'est l'absorption, l'émission d'un rayonnement qui peut modifier l'agitation thermique. Ce mode de transfert peut même s'effectuer dans le vide, bien évidemment. Alors, je vous ai mis l'exemple là pour le Soleil, qui émet donc un rayonnement, qui effectivement va vous permettre d'avoir une température un peu plus élevée. Mais dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, il y a aussi ce mode de transfert thermique. Donc on peut avoir dans une situation l'ensemble des modes de transfert thermique qui agissent ensemble. Ici, si vous vous placez à côté de la cheminée, vous allez ressentir une augmentation de la température. La cheminée va vous transférer de l'énergie thermique par convection, parce qu'il y a de l'air autour, et donc par convection, il va y avoir un mode de transfert thermique, mais aussi par rayonnement.
Donc les flammes, la combustion du bois ici, transmet aussi de l'énergie par rayonnement. Donc c'est ce que vous avez vu en première avec la loi de Wien. Vous avez relié en fait l'énergie d'un objet à, euh, à sa température et à la longueur d'onde du rayonnement qui était émis. Donc cette fameuse théorie du corps noir. Donc voilà pour les types de rayonnement, les types de transfert, pardon. Donc 3 modes de transfert qui peuvent se faire ensemble. Et on en vient à une définition du flux thermique. Donc le flux thermique, justement, c'est l'énergie qui est transférée à travers une paroi par unité de temps. Donc ce transfert se fait spontanément, naturellement, de la source chaude vers la source froide. Donc on pourrait souvent penser que c'est l'inverse, que c'est notre objet chaud qui se refroidit, mais en réalité, naturellement, le transfert thermique a lieu de la source chaude vers la source froide. Donc il est naturellement irréversible, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir justement effectuer un transfert thermique naturellement dans l'autre sens, donc du corps froid vers le corps chaud. Dans certains cas, ça va pouvoir être possible, mais ce ne sera pas naturel, c'est-à-dire qu'il va falloir fournir de l'énergie au système pour pouvoir faire un transfert thermique dans l'autre sens. Donc ici, le flux à travers une paroi. Alors toutes les formules que je vais donner là, c'est juste pour vous expliquer mathématiquement ce que je vais dire, mais aucune formule n'est à apprendre. Donc elles sont tout le temps données dans les sujets et vous avez juste à les exploiter. C'est ce qui est effectivement d'ailleurs donné un petit peu partout dans les bulletins officiels. Donc ici, en termes de flux thermique, le flux thermique, en réalité, il s'exprime en watts. Il est noté phi, encore une lettre grecque, et donc c'est l'énergie thermique qui est transférée par unité de temps. C'est ce que je viens de vous dire, c'est la définition. L'énergie thermique est notée Q majuscule et par unité de temps delta T. Donc elle s'exprime en watts ici. L'énergie thermique qui s'exprime en joules, c'est une énergie, et delta T en secondes. Maintenant, si l'écart de température entre les deux faces est constant, vous allez pouvoir écrire le flux d'une autre manière en fonction de ce qu'on appelle la résistance thermique du matériau. Donc souvent on prend la valeur absolue. Et donc le flux dépend de la résistance thermique et de la différence de température. Ça c'est le cas où les deux températures sur les deux faces sont considérées comme constantes au cours du temps. Ce qui veut dire que pour un même écart de température entre les deux faces, plus le flux thermique est faible, donc plus phi est faible, plus la résistance de la paroi est donc élevée puisqu'elle est au dénominateur. Ce qui veut dire en fait que notre matériau est alors un bon isolant thermique. Donc un bon isolant thermique, c'est un matériau qui a une résistance thermique élevée, ce qui paraît plutôt cohérent. La résistance thermique, du coup, elle s'exprime en Kelvin par watt ou en degrés Celsius par watt. On le voit dans la formule, puisque la résistance thermique, si je l'écris de cette manière, c'est donc T1 moins T2 sur le flux phi. Donc on a bien une température, donc en degrés Celsius ou en Kelvin, et le flux en watts, donc en Kelvin par watt ou en degrés Celsius par watt. Voilà, donc les formules là ne sont pas du tout à apprendre, elles sont juste là pour vous montrer mathématiquement ce que je raconte ici sur le flux thermique. Et une dernière petite chose sur la résistance thermique. Si vous avez plusieurs matériaux à coller les uns aux autres, comme dans l'activité où on avait une vitre double vitrage, les résistances thermiques des matériaux s'additionnent. Donc si j'ai par exemple une plaque de polystyrène suivie d'une épaisseur de béton, la résistance thermique de l'ensemble sera donc la résistance des deux matériaux ajoutés. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir. Je vous rappelle encore que les formules ne sont pas à retenir, elles sont tout le temps données, et donc elles sont à exploiter surtout. Je ne parle pas du coup de la conductivité thermique,
on a vu dans l'activité. Hein. À chaque fois, vous allez voir dans les énoncés, on vous rappelle ce que veut dire la conductivité thermique. La conductivité thermique, elle se note souvent en lambda, et elle est vraiment caractéristique du matériau. Voilà, c'est la capacité finalement qu'a un matériau à conduire l'énergie thermique. Et donc on peut relier conductivité et résistance, etc. Donc ça, c'est toutes les formules que vous avez vues dans l'activité, mais qu'on vous donne à chaque fois. Voilà pour cette première partie, on se retrouve pour une seconde partie.